je vais maintenant vous parler des transferts d'humidité. Donc, transfert d'humidité, de quoi on parle ici? Ben donc principalement donc le transfert d'humidité par convection. Donc quand on a des fluides d'air, hein, je vous ai déjà parlé de ce que c'était la convection. Donc on a des fluides d'air. L'air il est jamais complètement sec, donc l'air il est chargé en humidité. Et cette humidité, si elle rencontre une paroi froide, elle peut condenser et donc passer de la forme de vapeur à la forme liquide, comme sur le miroir d'une salle de bain, par exemple. Donc ça, c'est le premier transfert d'humidité, celui qui va véhiculer le plus d'humidité. Le deuxième transfert d'humidité, c'est le transfert par diffusion de vapeur. Donc là, on a une paroi qui est bien étanche à l'air, mais même dans une paroi qui est bien étanche à l'air, on a ce qu'on appelle de la diffusion de vapeur à travers les matériaux. Et en fonction du matériau, s'il est plus ou moins ouvert à la diffusion de vapeur, on va avoir une quantité plus ou moins importante de vapeur qui va traverser cette paroi. Si, à nouveau, donc une quantité trop importante de vapeur vient rencontrer une surface froide et qui ne permet pas à cette vapeur de s'évacuer, elle va condenser et pouvoir engendrer des problèmes d'humidité. Donc, ici, on va devoir gérer tout ça. C'est un peu donc l'analogie d'une isolation sans étanchéité à l'air. Hein. Donc, si on ne gère pas la convection d'air, de nouveau, on va avoir des problèmes. Donc moi, je fais beaucoup de vélo. Quand je suis en hiver, je mets mon petit bœuf sur le nez. Et après 20 minutes de vélo, donc mon écharpe est complètement trempée. Juste parce que la vapeur que j'ai expirée s'est condensée dans l'isolant de mon écharpe. J'aurais pu prévoir une étanchéité à l'air, mais ça aurait été peut-être un peu plus compliqué pour respirer. Donc pour mon écharpe, c'est pas un problème, je la mets sur le côté, je la fais sécher. Mais imaginez la même chose dans votre toiture. Là, on peut avoir vraiment des gros problèmes, notamment avec le contact entre la charpente, la plupart du temps en bois, avec l'isolant qui serait humide. Donc, vraiment point d'intention important. De nouveau, si on a une étanchéité à l'air qui est défaillante, on va pouvoir avoir des problèmes d'humidité dans notre toiture. Je vais vous expliquer ça de manière plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Ben, plus l'air il est chaud, plus il peut accumuler de la vapeur d'eau. Quand on met la casserole sur le feu, plus la casserole va être chaude, plus on va avoir de vapeur qui va s'évacuer de la casserole. Si cette casserole rencontre un obstacle qui est plus froid que l'air en question, je mets mon couvercle, alors on a un risque de condensation. Donc on voit ici très bien, quand on met le couvercle sur la casserole, on a de la condensation qui se fait sur le couvercle de la casserole, tout simplement parce que le couvercle est plus froid que la vapeur qui vient de la casserole en elle-même. Donc ce qu'il nous faut pour pouvoir gérer le problème, c'est une étanchéité à l'air et à la vapeur du côté intérieur pour éviter que cette vapeur d'eau puisse rentrer en contact avec une surface plus froide. Donc j'aime bien l'analogie de la casserole parce qu'on a tendance à penser chaque fois que la condensation ça peut se produire uniquement quand il fait froid, mais en fait la condensation ça peut se produire aussi du coup avec de l'air chaud, à partir du moment où on rencontre une surface qui est un peu plus froide. Donc la condensation, ça se fait, on a principalement des problèmes qui vont se produire en hiver, mais on peut aussi dans certains cas avoir des problèmes qui se produisent en été. Donc on prévoit une étanchéité à la vapeur, et alors, côté extérieur, une sous-toiture la plus respirante possible, en tout cas quand elle n'est pas déjà présente et qu'on doit venir isoler par l'intérieur, pour que si, malgré tout, un peu de vapeur traverse notre pare-vapeur ou notre frein-vapeur, elle puisse s'évacuer sans venir condenser sur cette membrane. Si on a malgré tout une sous-toiture étanche, ce qui est le cas dans certains cas en rénovation, on a une sous-toiture en bon état et on ne veut pas refaire l'entièreté de la toiture, et alors là, ce qu'on va faire, on va plutôt avoir tendance à essayer de bloquer la vapeur d'eau du côté chaud et plutôt se tourner vers des pare-vapeurs plus fermés que ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, si vous faites tout ça, Liliane, elle sera vraiment aux anges et elle va être contente, elle va se rendre compte qu'elle fait vraiment énormément d'économies en hiver. Donc ça, c'est le principe de base. Donc,
on peut regarder un peu plus en détail ce qui se passe ici, hein. Donc, deux types de condensation. On va avoir la condensation, comme j'ai dit, des fuites d'air, hein, la condensation par convection d'air, et la convection par diffusion de vapeur. Donc, si on regarde ce qui se passe ici pour les condensations des fuites d'air, on a le petit diagramme qui est ici, et qui montre, hein, donc toute la partie en haut à gauche du diagramme, c'est à partir du moment où on est au-dessus de 100% d'humidité dans notre air, et donc de l'eau liquide. On voit qu'en fait, plus l'air il est chaud, donc ça c'est ce qu'on voit ici à l'horizontale, plus l'air il est chaud, plus il va pouvoir accumuler d'humidité, et donc plus on va pouvoir avoir de grammes de vapeur par kilogramme d'air. Donc on voit ici, par exemple, deux photos, donc une trappe d'un grenier isolé au niveau du plancher des combles et de la condensation sur une sous-toiture fermée. Donc si on n'a pas d'étanchéité à l'air, ben, on va par exemple avoir de l'air à 20 degrés, donc juste ici en dessous de moi, et 60% d'humidité relative à l'intérieur. C'est quelque chose relativement courant. Donc on va voir que pour que cet air passe de 60% d'humidité relative à 100% d'humidité relative, il va falloir le refroidir à 12 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que si mon air intérieur arrive à trouver un chemin vers une paroi qui se situe à 12 degrés ou à moins, ben on va avoir de la condensation qui va se former. Donc ça, c'est le mécanisme de condensation des fuites d'air. L'air qui cherche son chemin, s'il le trouve et qu'il arrive à aller sur une surface froide, il condense. Qu'est-ce qui se passe de manière un peu plus complexe pour la condensation dans une paroi étanche à l'air et donc dans la condensation qu'on va appeler par diffusion de vapeur? Ben, on a nos pressions de vapeur qui va traverser la paroi et qui s'équilibre. Donc, l'apparition de vapeur de saturation, donc qui elle va dépendre de la capacité de l'air à accumuler de l'humidité, hein. Comme je vous l'ai dit, plus l'air est chaud, plus il peut accumuler d'humidité. Donc on voit notre courbe bleue ici, une pression de vapeur de saturation, donc ça veut dire le maximum d'humidité, le maximum de vapeur que l'air peut emmagasiner à 20 degrés, donc qui est plus haute à l'intérieur qu'à l'extérieur, où il fait plus froid dans mon exemple ici. Donc 20 degrés, 5% d'humidité, la courbe bleue, et la vapeur qui se diffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on a, au fur et à mesure qu'on passe vers l'extérieur, la température qui est de plus en plus basse, et donc le seuil, donc la quantité maximale de vapeur qui peut être contenue, qui va diminuer au fur et à mesure que la température diminue. Notre pression de vapeur côté intérieur, bien en fait, donc c'est le même principe, sauf qu'on a pas 100%, parce que ça c'est le maximum, c'est au moment où on condense, mais on a un petit peu moins. Donc par exemple, il fait 80% d'humidité relative dehors, donc ça c'est la météo, hein. On va avoir donc 5 degrés et 80% d'humidité relative à l'extérieur. Donc on ne va pas être au niveau de la courbe bleue qui correspond à 100%, mais on va être un peu plus bas. À l'intérieur, on a par exemple de nouveau mes 20 degrés et mes 60% d'humidité relative. Donc de nouveau, on n'est pas à 100%, on est un petit peu plus bas. Et dans une paroi homogène, ben, on voit que naturellement, on a des droites qui se forment, et donc nos courbes ne vont jamais se croiser. Donc tant qu'on a une paroi homogène, qu'elle soit résistante à la diffusion de vapeur ou pas, on ne va pas, et qu'elle est étanche à l'air, bien entendu, parce que sinon j'ai le problème que je vous ai expliqué au slide précédent. On ne va pas avoir de condensation liée à de la diffusion de vapeur. Donc si on gère l'étanchéité à l'air et qu'on a une paroi homogène, on peut dormir sur nos deux oreilles, on n'aura pas de problème. Qu'est-ce qui se passe si on a une paroi qui est hétérogène? Je vais prendre des cas un peu extrêmes pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Le premier cas extrême que je vais prendre, je vais mettre une membrane complètement étanche à la diffusion de vapeur du côté intérieur. Donc ma pression de vapeur de saturation, c'est-à-dire la capacité maximale d'absorption de vapeur, elle dépend toujours de la température aux différents points de la paroi, donc elle ne va pas varier, donc ma courbe bleue reste bien où elle est. Par contre, ma courbe rouge, elle dépend de la vapeur qui est effectivement présente, et dans le cas ici, comme on bloque l'entièreté de la vapeur côté intérieur à l'intérieur,
ben en fait, tout simplement, le reste de la paroi va s'équilibrer avec la vapeur qui se trouve à l'extérieur, et donc on aura le diagramme qu'on voit ici. Donc on voit qu'on a éloigné la courbe rouge de la courbe bleue, et donc qu'on se met vraiment, en faisant ça, du côté de la sécurité, du point de vue du risque de condensation à l'intérieur d'une paroi. Ça, c'est le premier cas. Je mets un pare-vapeur idéal, un pare-vapeur parfait du côté intérieur, c'est pour le concept. Qu'est-ce qui se passe si à l'inverse, je mets ce pare-vapeur parfait du côté extérieur? Ben, on a tout l'inverse qui va se produire. Donc de nouveau, notre courbe bleue, elle bouge pas, elle dépend de la température. Notre pare-vapeur a une influence assez faible sur la température aux différents points de la paroi, donc notre courbe bleue ne bouge pas. Mais par contre, dans ce cas-ci, la pression de vapeur, donc notre courbe rouge, va s'équilibrer avec la vapeur intérieure. Et donc, on va avoir à un moment la courbe rouge qui va en fait croiser la courbe de saturation, et donc la vapeur qui va passer de la forme gazeuse à la forme liquide, et donc on va avoir de la condensation qui va se produire. Donc de manière générale, pour faire beaucoup plus simple, ce qu'on va conseiller, c'est dans le cadre des parois hétérogènes, essayer d'avoir donc une paroi qui est la plus fermée possible côté intérieur, et plus on va vers l'extérieur, plus elle doit être ouverte à la diffusion de vapeur. Donc si c'est l'inverse, on verra effectivement ici qu'il y a trop de vapeur qui va pouvoir arriver sur la membrane fermée à l'extérieur et donc générer de la condensation. Donc Chris me demande ici, il dit voilà, je fais toujours super attention au pare-vapeur, et encore plus au niveau des salles de bain. C'est une assez bonne remarque. On a tendance à penser que les salles de bain vont être vraiment très critiques en termes d'humidité et de production d'humidité. Mais en fait, si on regarde un petit peu le tableau qui est ici, on se rend compte que dans une maison, on produit approximativement 2 kg d'eau sous forme de vapeur par personne et par jour. Si on décompose un petit peu ces 2 kg d'eau par personne et par jour, on se rend compte qu'en fait, la grande majorité de cette humidité, elle est produite en fait, tout simplement en respirant. Hein. Donc, en respirant, on le voit bien, quand on souffle sur une vitre, on produit de la vapeur d'eau, et si on souffle sur une vitre, il y a de la buée qui va se former. Donc, la grande majorité de l'humidité qu'on va produire, elle sera sous forme de vapeur d'eau. Donc, en tenant compte de ça, on peut se dire qu'en fait, peut-être que les pièces les plus humides, ce ne sera pas spécifiquement les pièces dites humides, donc où on a des bains, des douches, parce que on le voit ici, hein, donc par personne, ça va correspondre entre 50 et 125 grammes d'humidité produite dans l'air, par rapport donc aux 1 kg 250 grammes qui auront été produits sous forme de vapeur. La différence des deux, bien entendu, c'est que nos 200 ou 500 grammes d'humidité, ils auront été produits en 4 pics assez courts, là où la respiration sera, je vais dire, plus continue. Mais si on prend l'exemple d'une chambre, de 12 mètres carrés, on va avoir de l'ordre, avec 2,50 m sous plafond, de l'ordre de 30 mètres cubes d'air. 30 mètres cubes d'air, ça correspond environ à 36 kg d'air, croyez-moi sur parole. Ça veut dire qu'en fait, avec 72 grammes d'humidité, on arrive de 60% d'humidité relative à 80% d'humidité relative. Donc 8 heures à respirer, si on prend une chambre où on est à 2 à dormir, 8 heures à respirer à 2, on va avoir 833 grammes d'humidité qui sont produites. Quand je vous disais que 72 grammes suffisait à passer de 60% à 80% d'humidité relative, très clairement on se rend compte que dans une chambre, et surtout si les espaces sont relativement petits et qu'on est nombreux à l'intérieur, il va falloir prévoir une ventilation qui sera vraiment indispensable pour évacuer l'humidité à l'intérieur de l'air. Donc, en conclusion, une chambre est souvent plus humide qu'une salle de bain, et d'autant plus si on n'a pas de système de ventilation, qui fonctionne en continu. Donc la ventilation, c'est clairement un élément qui va être primordial. 2 types de ventilation qu'on va pouvoir prévoir, hein. Soit une ventilation qu'on va appeler
qu'on va appeler naturelle, soit une ventilation mécanique. Donc dans le premier cas, c'est ce qu'on voit à gauche, on ouvre la fenêtre pendant 20 minutes, et effectivement, on voit qu'en 20 minutes, la courbe noire, qui est la quantité, de nombre de grammes d'humidité qu'on va avoir dans l'air par mètre cube, va s'équilibrer avec l'humidité qu'on va trouver dans l'air extérieur. Donc très bien, on va avoir évacué l'humidité qu'on avait à l'intérieur de notre bâtiment. Mais au moment où on ferme la fenêtre, donc ce qu'on voit environ au milieu du graphique, on va voir en fait assez rapidement, donc en 2h30 ici, on est presque revenu au même niveau d'humidité dans l'air. Donc ça fonctionne, mais ça nécessite d'ouvrir en tout cas les fenêtres très régulièrement pour pouvoir évacuer l'humidité qui s'y trouve. Deuxième méthode qu'on va pouvoir utiliser, c'est un système de ventilation mécanique où traditionnellement on va donc alimenter en air extérieur les locaux dits secs, donc je les ai bien mis entre guillemets parce qu'en fait on a bien vu sur le slide précédent que c'était pas si évident que les chambres et les locaux de séjour étaient des locaux secs et que les cuisines et les salles de bain étaient des locaux humides, mais soit. Donc les locaux dits secs, on va les alimenter en air extérieur et on va évacuer donc l'air vicié au niveau des locaux humides. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on va évacuer l'air au niveau des locaux plutôt pollués. Donc là, on risque d'avoir des odeurs ou des pics d'humidité importants. Donc la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Donc pour aller à l'essentiel. Donc voilà. Et entre les deux, bien entendu, on va devoir prévoir un transfert de cet air pour que l'alimentation d'air extérieur puisse traverser toute la maison et être évacuée au niveau des locaux dits, que je vais appeler pollués. Chris me dit ici qu'il a une autre méthode. Il va utiliser, lui, ce qu'il fait quand il construit une maison, c'est qu'il utilise des matériaux qui régulent l'humidité et des parois dites perspirantes, donc des parois qui laissent passer la vapeur d'eau. Donc deux notions ici, donc la régulation de l'humidité par les matériaux, c'est ce qu'on va appeler en fait l'hygroscopicité, c'est la capacité de certains corps à absorber l'humidité qui se trouve dans l'air. Donc c'est le cas d'à peu près tous les matériaux de construction, en tout cas une grande partie des matériaux de construction, à l'exception des métaux et des plastiques. Donc ces matériaux, donc en fonction de l'ambiance dans laquelle ils vont se trouver, donc dans un air plus ou moins humide, ils vont eux-mêmes adapter leur humidité en masse pour du coup servir en quelque sorte d'inertie d'humidité pour le bâtiment. Donc on voit différents exemples dans le tableau à gauche, et à droite, c'est un exemple de courbe d'humidité d'équilibre pour le bois. Donc on a souvent tendance à penser que le bois, il va adapter son humidité en fonction de la température, mais on voit que dans la pratique, l'humidité du bois va bien plus se réguler en fonction de l'humidité relative. Donc on voit que les courbes, elles sont plutôt horizontales les courbes rouges sont plutôt horizontales que verticales, en tout cas dans des gammes de température habituelles entre 0 et 30 ou 40 degrés. Donc on voit ici, mais donc un élément, donc si on prend par exemple un parquet qu'on va venir mettre sur notre 12 mètres carrés, sur les 12 mètres carrés de notre chambre, donc si on passe notre air, donc l'air de notre chambre passe de 50 à 60% d'humidité relative. Donc notre parquet en bois, il fait 12 mètres carrés, 700 kg par mètre cube, il fait 20 mm d'épaisseur, donc ça veut dire qu'on a 14 kg de bois par mètre carré, Donc à 9% d'humidité relative, donc on le voit ici, hein, donc à 50% d'humidité relative, il est à 9%, à 60% d'humidité relative, il est à 11%. Donc à 9%, il peut accumuler 15,12 kg d'eau, à 11%, 18,45 kg d'eau. Donc ça veut dire que notre bois, en fait, en passant de 9% à 11%, il a pu stocker 3 kg d'eau et donc réguler l'air intérieur, donc
sur 3 kg d'eau. Donc là, si on refait l'analogie avec nos deux personnes qui dorment pendant 8 heures dans notre chambre et qui produisent 800 grammes d'humidité, ben très clairement, le fait d'avoir des matériaux hygroscopiques dans la chambre va pouvoir aider à gérer ce pic d'humidité, même si les équilibres hygroscopiques sont quand même relativement lents, donc il faut être prudent. Et bien entendu, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention de ne pas surcharger en humidité votre matériau, en tout cas ici votre bois, parce que au-dessus d'un certain taux d'humidité, ben, vous allez avoir d'autres problèmes, comme un gonflement du bois, des déformations, etc. Donc ça ne va jamais pouvoir se substituer à un système de flotation. Donc de manière générale, le système ici, on le voit, notre parquet, on a 10% d'humidité de variation dans l'air. Notre parquet, il a permis de gérer 3 kg d'humidité. Donc là, très clairement, l'hygroscopicité, ça va être super favorable pour pouvoir gérer, donc pour avoir un climat relativement stable dans notre bâtiment. Donc, deuxième solution que Chris évoquait, c'est le fait d'avoir des parois qui sont ouvertes à la diffusion de vapeur, donc des parois dites perspirantes. Donc, je vais comparer deux solutions ici. Donc, une toiture où j'isole entre les chevrons en mettant le frein à vapeur le plus ouvert que je peux avoir pour pouvoir tout de même garantir l'étanchéité à l'air, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est primordiale. J'ai donc un isolant, par exemple la cellulose, ici, qui est très ouvert à la diffusion de vapeur, un frein à vapeur, donc une valeur de résistance à la diffusion de vapeur de ma toiture de 2,8 mm. Si, à l'inverse, je viens mettre un panneau très fermé, hein, donc par exemple du pire avec des faces à vue, je vais avoir ma toiture qui va avoir une résistance à la diffusion de vapeur de 35 mètres. Et si je compare les deux, je vais pouvoir voir que dans le premier cas, j'ai 35 grammes de vapeur d'eau qui va pouvoir traverser la vapeur pendant mes 8 heures de nuit, alors que dans le deuxième cas, j'ai 3 grammes de vapeur d'eau qui va pouvoir la traverser. Donc on voit effectivement, on a un facteur 10 entre les deux, hein, donc on va avoir 10 fois plus d'humidité qui vont pouvoir s'évacuer par la paroi dite ouverte, la paroi perspirante. Néanmoins, si on relativise ça un petit peu, on se rappelle quand même que deux personnes qui respirent dans 12 mètres carrés, ça fait 833 grammes d'humidité à évacuer. Très clairement, l'ordre de grandeur n'est pas suffisant. Et donc, le fait d'avoir des parois ouvertes à la diffusion de vapeur ne va pas pouvoir permettre de se passer d'un système de ventilation qui est efficace. Donc, en plus, en été, ici, donc, le transfert d'humidité ici, donc j'ai mis les hypothèses en gris ici sur le côté du graphique, il dépend de la différence de pression de vapeur qu'on va avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Et plus on a un climat similaire entre l'intérieur et l'extérieur, moins on va avoir de diffusion de vapeur. Donc ça veut dire que en été, quand on a des températures relativement similaires entre l'intérieur et l'extérieur, en fait on a pour ainsi dire pas d'humidité qui va pouvoir traverser notre paroi. Donc ça, malheureusement, c'est pas très efficace. Voilà. Donc les parois perspirantes, malheureusement, c'est pas suffisant.